Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur la cachérisation des Kélim pour Pessah. Hier nous avons parlé donc un peu général de la cachérisation par le feu et la cachérisation de l'eau. On va y revenir un petit peu. On reste encore un petit peu théorique pour le moment et ensuite on va passer vraiment sur chaque kéli, comment on fait chaque ustensile pour le cachériser de façon individuelle. Alors, on avait dit hier que la cachérisation par le feu, le liboun, c'est une cachérisation compliquée. On n'a pas souvent la possibilité de le faire. Et donc, s'il y a des fois des difficultés qu'on ne peut pas surmonter, alors ça peut arriver qu'on ne pourra pas le cachériser. Aujourd'hui, nous sommes au confinement, donc il y aura sûrement plus de permissions qu'on va donner, mais il faut faire très attention. Chaque permission elle doit être donnée par un rave en cas particulier. Je vais donner une permission aujourd'hui un peu plus qui sera générale, mais il faut toujours demander à un rave pour chaque kéli en particulier pour ne pas arriver à faire des erreurs. Chas v'shalom. La permission que je vais donner aujourd'hui dans les kélim par la cachérisation par le feu, c'est ce qui s'appelle rov tashmisho, c'est-à-dire l'utilisation qu'on fait en général. Lorsqu'on va cachériser un kéli, on attend toujours 24 heures après l'utilisation du issour, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut extraire des parois. Après ces 24 heures-là, on va vouloir cachériser donc ce kéli-là. On va devoir savoir comment je l'ai utilisé, comme on avait dit auparavant. Si je l'ai utilisé par le feu, il faut le feu. Si je l'ai utilisé avec du jus, il faut le cachériser avec une agala. Alors, il y a quand même des fois où la majorité des cas, la cachérisation, l'utilisation, elle se fait avec du jus. D'accord ? Par exemple, j'ai des couteaux que j'utilise en général pour couper des viandes ou des aliments qui sont avec de la sauce, avec du jus, une daffe, etc. Mais c'est arrivé parfois que j'utilise ce couteau pour couper un gâteau qui sort du feu, qui sort du four. Donc ça, normalement, si je prenais juste cette utilisation-là, il faudrait le cachériser avec le feu, puisqu'il n'y avait pas de jus. Cependant, comme la majorité des fois, je l'utilise avec du jus, eh bien, on a une petite permission qui s'appellera une cachérisation, donc selon la rov tashmisho, la majorité des cas, et on pourrait faire une cachérisation moins forte, c'est-à-dire qu'on va faire une cachérisation avec le feu, mais sans arriver à ce que la lame doive devenir rouge, etc. Le liboun dont on parle d'habitude, c'est-à-dire que c'est une cachérisation qui pourra abîmer le couteau. Ici, on va pouvoir se suffire de chauffer la lame à une température forte, qui va être environ 200-250 degrés selon la lame, qui va... comment je vais pouvoir être sûr que c'est une bonne température? C'est en plaçant par exemple un fil qui prendrait feu avec cette température-là. Si je place un fil sur la lame et qu'il prenne feu, je suis arrivé à la température nécessaire et j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin de rougir la lame. Et donc là, dans ce cas-là, il y a une permission, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, toutes ces permissions-là, il faut redemander à un rave derrière pour chaque cas particulier, parce que c'est pas tout le temps évident de permettre. Et donc, comme aujourd'hui nous avons cette problématique d'être en confinement et on ne peut pas avoir des nouveaux ustensiles, si j'ai pas d'autres ustensiles, si j'ai pas de couteau que je vais pouvoir utiliser pour Pessah et que j'ai besoin de couteau pour Pessah, je n'ai pas d'autres possibilités, alors on pourra se tourner vers un rave pour demander la permission dont je vous ai parlé à l'instant. Voilà pour ce qui est de la cachérisation par le feu. Nous allons parler maintenant de l'autre cachérisation qui est par l'eau, la agala. Alors, comme on avait dit la dernière fois, toute cachérisation répond à une règle qui s'appelle Kebol O Kapolto. De la même façon que ça a été absorbé dans les kélim, alors ça doit être extrait. Avec le même type de température, le même type de chaleur. Et donc, si j'ai fait dans un kéli rishon, je vais expliquer juste après, si j'ai l'absorption du issour, de l'interdit, a été faite dans un kéli rishon, alors on doit le sortir avec un kéli rishon. Si l'absorption a été faite avec un kli sheni, alors c'est avec kli sheni, etc. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qu'un kli rishon?
Un kli rishon, c'est le keli, l'ustensile, en phase numéro 1. C'est-à-dire, c'est quand ce keli-là, il a été posé sur le feu, il y a eu une cuisson dans ce kli-là. Ce keli, cet ustensile, cette marmite, on va le dire, ça s'appelle un kli rishon. Parce qu'il est en première phase avec le feu. Un kli sheni, ce serait quand on va transvaser dans un autre ustensile. Et dans ce cas-là, le deuxième ustensile, il s'appelle un kli sheni, phase numéro 2. Et donc, il a une température, un type de température qui est un peu différent. Voilà, entre kli rishon et kli sheni. Alors, quand j'ai un kli rishon, comme je vous l'ai dit, donc qui a été sur le feu, ou bien même si je l'ai retiré du feu, tant qu'il est chaud, ça s'appelle un kli rishon. Si je prends une cuillère, par exemple halavi, et j'ai remué ma marmite avec cette cuillère, j'ai remué une marmite qui est bassari, qui est viande, j'ai remué avec cette cuillère. Donc la marmite était sur le feu ou pas sur le feu, elle s'appelle kli rishon. Donc ma cuillère a absorbé du issour, de l'interdit, en niveau de kli rishon. Et donc pour la cachériser, kebolo ou kapolto, comme c'est rentré, comme ça doit sortir, ma cuillère, je dois la cachériser en kli rishon. C'est-à-dire que je ne peux pas me suffire de verser de l'eau sur ma cuillère, puisque la cuillère, elle ne sera pas en kli rishon. Pour la cachériser, il faut que je mette cette cuillère dans une marmite d'eau qui est en train de bouillir, qui est sur le feu, et elle sera en kli rishon. Ça s'appelle un kli rishon. D'accord? Donc, kebolo kapolto. Donc, quand c'est rentré en kli rishon, je dois extraire le goût en le mettant dans un kli rishon. Par exemple, on peut mettre une cuillère dans une bouilloire. On met notre eau à bouillir dans une bouilloire, et une fois que c'est à ébullition, je mets ma cuillère à l'intérieur, et 2 secondes plus tard, je peux retirer ma cuillère. D'accord? Après, on verra plus de détails dans la façon de cachériser, mais ça, c'est l'idée première dans quel keli je dois cachériser. Ouais, ça, c'est pour keli rishon. Maintenant, il y a d'autres façons. C'est un iroui mikeli rishon, c'est-à-dire quand j'ai un versement depuis un kli rishon. Imaginons que j'ai versé du lait qui sortait d'une marmite de lait, d'accord? J'ai pris une marmite de lait qui était en train de chauffer et j'ai versé dessus. Il y a eu un versement sur une cuillère de viande, par exemple. Donc cette cuillère, elle est devenue interdite à l'utilisation puisqu'elle était de viande et maintenant j'ai versé dessus du lait. Maintenant cet interdit-là, il a eu une absorption à force de keli iroui mikeli rishon, c'est-à-dire d'un versement. Je l'ai pas mis directement dans la marmite de lait, ça a été versé. Puisque ça a été versé, c'est une autre catégorie de chaleur qui s'appelle iroui mikeli rishon, un versement depuis keli rishon. Et dans ce cas-là, je peux me permettre de ne pas utiliser une marmite d'eau bouillante et mettre ma cuillère dans ma marmite. Je peux me suffire de cachériser en versant de l'eau chaude sur cette cuillère. Puisque comme c'est rentré, ça doit sortir. Voilà, à chaque fois, ça sera la même chose. Comme c'est rentré, ça doit sortir. Voilà pour les deux grandes façons de cachériser. Il y aura une autre façon de cachériser, on verra plus tard, plus en détail, qui s'appelle en laissant de l'eau pendant longtemps dans le keli, mais on verra plus tard. Alors, maintenant nous allons passer à une deuxième étape, c'est comment cachériser avec un keli rishon. Quand je veux cachériser un keli, comment je dois faire? Donc quand je parle de hagala, quand je parle de cachérisation avec l'eau, pas la cachérisation avec le feu. La cachérisation avec l'eau, elle doit répondre à plusieurs critères. Premièrement, on ne peut pas cachériser un keli tant que 24 heures ne sont pas passées depuis l'absorption du issour. C'est-à-dire, quand j'ai cuit par exemple, dans une marmite de viande, j'ai cuit du lait. D'accord? Il était midi pendant cette cuisson, c'était midi. Et ça a refroidi à 1 heure. À 1 heure, le lait qui a cuit à l'intérieur, il a commencé à refroidir, ou bien ça a été versé à 13 heures. Eh bien, pour pouvoir cachériser cette marmite, il faut que j'attende le lendemain 13 heures pour la cachérisation. Je ne peux pas le faire avant. C'est-à-dire que je dois attendre le moment où il n'y a plus d'absorption de lait dans ma marmite pour pouvoir le cachériser, et 24 heures plus tard. Donc,
je vais voir quand est-ce qu'elle a été refroidie, quand est-ce que le lait a été refroidi, ou bien quand est-ce que j'ai versé ce lait. Une fois que j'ai cet horaire-là, j'attends 24 heures de plus. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, en plus, pendant ces 24 heures, il faut que la marmite ait été propre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai versé mon lait, il faut avoir nettoyé mon lait pour pouvoir cachériser. Donc une marmite ou un ustensile que je veux cachériser, il doit être entièrement propre. Ça ne servira à rien de mettre un ustensile à cachériser, de mettre de l'eau bouillante même pendant 2 heures si à l'intérieur de cette marmite il y a encore des résidus du issour. Tant que j'ai des résidus de issour, la cachérisation, eh bien, elle ne se fait pas. D'accord? Je peux faire 10 fois, ça ne cachérisera pas. C'est pourquoi il faut au préalable, avant